L'heure du second débat de ce Sens Public, direction la Chine qui fait plutôt profil bas face aux attaques de Trump. Le pays est-il pour autant affaibli? La hausse des droits de douane pourrait-elle finalement lui bénéficier? Le mépris de l'ONU, le mépris du droit international affiché par le président américain pourrait-il inciter Pékin à aller plus vite, à attaquer Taïwan? Avant d'en débattre, première réponse en images, c'est un sujet signé Fabien Recker. C'est une protestation du bout des lèvres. Le 12 janvier, 15 jours après le début du soulèvement populaire en Iran, la porte-parole de la diplomatie chinoise réagissait aux déclarations de Donald Trump contre le régime des mollahs. La Chine espère que le gouvernement et le peuple iranien pourront surmonter les difficultés actuelles. Nous nous opposons toujours aux ingérences dans les affaires intérieures des autres pays. Depuis, Pékin a gardé le silence à propos de la situation en Iran, qui est pourtant son partenaire stratégique et commercial, puisque la Chine importe 97% du pétrole iranien et inonde le pays de produits chinois. Mais l'Iran n'est pas le seul appui de l'Empire du Milieu au Moyen-Orient. La Chine n'a pas intérêt à un effondrement de l'Iran, mais elle est très prudente parce qu'elle a beaucoup amélioré, elle a beaucoup accru ses relations au Moyen-Orient. Elle a des relations avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, avec Israël, et elle ne tient pas du tout à se fâcher avec ses alliés. Prudente sur l'Iran, la Chine affiche la même retenue après l'opération américaine au Venezuela, synonyme pourtant de coup dur pour Pékin, dont les services de renseignement ont été pris au dépourvu et qui voyait dans le Venezuela une tête de pont pour conforter sa place en Amérique latine. La Chine espérait que l'Amérique latine, y compris le Venezuela, devienne un maillon important de son initiative des nouvelles routes de la soie. Or, cet incident vénézuélien démontre que la pression politique exercée par les États-Unis est très forte et qu'elle peut infléchir les objectifs de la Chine. Malgré ces bouleversements, la Chine tire encore son épingle du jeu sur la scène internationale, enregistrant même un excédent commercial record en 2025, malgré les tensions commerciales avec Washington. Ces derniers jours, les premiers ministres canadiens et sud-coréens ont été accueillis par Xi Jinping pour renouer leur partenariat avec Pékin. Et on se demande si la Chine est fragilisée dans ce nouvel ordre mondial par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je vous présente mes invités. Pascal Alizard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur LR du Calvados, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Valérie Niquet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous publiez La Chine en 100 questions. C'est aux éditions Talendier. Baptiste Falvoz, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef à France 24. Vous avez été correspondant en Chine pendant quoi, une demi-douzaine d'années, c'est ça? Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Et Anne-Charlène Bézina, toujours à mes côtés, constitutionnaliste, éditorialiste pour Sens Public. Alors, moi, l'expression qui me vient spontanément, Pascal Alizard, c'est profil bas. Comment vous analysez, vous, l'attitude, les réactions de la Chine face à des attaques de Donald Trump qui visent des partenaires économiques majeurs, notamment pour le pétrole, que sont le Venezuela ou l'Iran? Est-ce que vous reprenez ces mots-là ou pas? Absolument, une réaction très chinoise en fait, hein, Ouais. un pays qui aime le temps long, un pays qui a besoin de stabilité et avec des relations avec les autres pays, parfois difficiles, parfois tendues, mais jamais marquées par du conflit direct. Donc on est vraiment dans une réaction chinoise habituelle et avec un pays qui finalement s'en sort plutôt bien jusqu'à présent, me semble-t-il. Oui, alors ça, on va pouvoir débattre de son affaiblissement réel ou supposé. Est-ce que la Chine a des alliés et est-ce qu'elle vient au secours de ses alliés? C'est-à-dire, est-ce qu'elle considère le Venezuela comme un allié ou l'Iran comme un allié majeur au Proche-Orient? Oui, alors dans la réaction prudente de la Chine, il faut bien voir qu'une des principales motivations, c'est que la Chine ne peut pas faire grand-chose en réalité. On l'a vu lorsqu'il y avait eu les bombardements américains contre l'Iran. On l'a vu avec la question vénézuélienne, on le voit avec l'Iran. La Chine observe, elle attend, elle va voir de quel côté le manche va tomber et quels avantages elle pourrait ou non en tirer. Et elle n'a pas d'allié. Elle en a un
avec un véritable traité de défense, c'est la Corée du Nord. Ça date des années 60, après la guerre de Corée. Ça a été renégocié, mais donc c'est la seule véritable alliance de la Chine. Et tout le reste, c'est toute une gradation subtile de partenariats stratégiques, plus ou moins sans limite avec la Russie, très étroit avec d'autres pays. Le Venezuela faisait partie effectivement des partenaires stratégiques les plus proches de Pékin, une tête de pont de la Chine en Amérique latine, où la Chine a d'autres partenaires, et surtout un partenaire qui est parmi les plus appréciés par la Chine, dans la mesure où il est particulièrement faible, isolé, que la relation est très asymétrique en faveur de Pékin, et ce sont toujours les relations que la Chine apprécie le plus. Elle peut en tirer un avantage économique maximum, elle n'a pas grand-chose à craindre de ses partenaires qui ont besoin de la Chine, donc des relations, encore une fois, très asymétriques, mais la Chine ne va pas aller au front pour défendre Maduro ou le Venezuela. Oui, on l'a bien compris. Vous étiez, je crois, il y a encore 2 mois en Chine, Baptiste Falvoz. Est-ce que vous avez eu le sentiment de voir un pays affaibli ou perturbé par la présidence Trump, par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Alors forcément, Donald Trump ne fait pas l'unanimité pour lui, ça c'est clair. Ça, c'est vrai partout sur la planète. Et puis finalement, il y a quelque chose qui peut faire consensus, parce qu'il y a une opinion publique en Chine quand même, qui peut parfois être critique, même si c'est à mot couvert. Si quelque chose fait consensus, c'est quand même ce nationalisme, en tout cas cette fierté et cette opposition face aux États-Unis. Maintenant, sur le sentiment, le pouls du pays en lui-même, alors on en a un peu parlé dans le sujet, il y a cette croissance donc de 5% qui a été annoncée aujourd'hui pour l'année 2025, c'est une des plus faibles de ces dernières décennies, c'est la même que l'an dernier en fait, mais on sent que derrière cette croissance qui est, on va dire, dans les prévisions du gouvernement, il y a quand même aujourd'hui des difficultés économiques de la part de la population chinoise. Alors on ne parle pas vraiment de géopolitique, c'est pas ce qui fait le plus l'objet des conversations. Pour en revenir sur ce que vous disiez à l'instant, et notamment la relation face au Venezuela, moi je pense aussi que la relation, elle est asymétrique, que le Venezuela dépend énormément de la Chine pour ses exportations de pétrole, mais à l'inverse, la Chine, le pétrole vénézuélien, c'est quoi? C'est 4-5% à peu près, c'est pas grand-chose. La Chine, elle sait diversifier ses approvisionnements, elle va en Arabie Saoudite, elle va en Russie, on l'a également vu dans le sujet, donc il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas panique à bord de la part du gouvernement chinois. Ça ne va pas dans l'immédiat remettre en question d'autres partenariats en Amérique latine, je pense au cuivre, je pense au lithium, au Chili, en Bolivie, en Argentine, donc pour l'instant, on ne peut pas dire que la Chine soit... D'accord. Il n'y a pas une fragilisation excessive du pays. D'accord. Anne-Charlène. Moi, je me demande aussi si justement l'accession de Trump à la présidence des États-Unis n'est pas une forme d'opportunité pour la Chine, puisque c'est un discours qui est assez proche en fait de ce que la Chine essaye de tenir, une forme d'impérialisme, de la souveraineté économique, de la dureté en matière de droits de l'homme, de droit international, de répression des oppositions, de voire même considération des frontières assez minimale, dira-t-on. Et donc, il me semble qu'au fond, il y a peut-être un petit opportunisme à utiliser le discours trumpiste. Oui, je suis assez d'accord avec vous, parce que on s'en est rendu compte dans plusieurs débats autour de Donald Trump, de ce chaos géopolitique. Je ne sais pas votre avis là-dessus, monsieur le sénateur, mais l'activisme de Trump donne un peu le sentiment que la Chine est un havre de stabilité. C'est paradoxal, mais qu'on aurait presque envie de se tourner vers ce havre de stabilité. Vous voyez ce que je veux dire, malgré tous les défauts de la non-démocratie chinoise. Mais je crois que c'est tout à fait ça. Et effectivement, l'élection de Donald Trump et son activisme à tout va, c'est une opportunité fantastique pour la Chine, pour la façon de faire de la Chine, et pour rééquilibrer effectivement cet aspect non démocratique de la Chine. Aujourd'hui, si vous prenez les 5 pays membres du Conseil permanent de l'ONU, vous en avez 3 maintenant qui sont des pays autoritaires. Alors la Russie, on le savait déjà, ça s'est aggravé. La Chine à sa façon, et vous avez maintenant les États-Unis. Donc ces gens-là, finalement, sont faits pour s'entendre. Est-ce que le président, je vais vous poser la même question à tous les deux, je parle presque d'attitude, de façon d'occuper l'espace géopolitique. Est-ce que le président Xi Jinping peut
tirer profit de ce contraste avec Donald Trump? Je commence avec vous. Alors, ce qui est sûr, c'est que Trump est le meilleur ennemi de la Chine, dans la mesure où son attitude met à dos des États-Unis et de l'Occident, non seulement les pays du Sud global qui avaient tendance à plutôt être du côté chinois, énormément, et maintenant les pays européens, l'ensemble du monde occidental, on le voit avec les réactions européennes, notamment sur la question du Groenland. Donc, plus Trump agit de cette manière-là, plus il sert les intérêts de Pékin, c'est absolument certain. Ceci dit, il y a quand même des régions où cet effet-là joue beaucoup moins, et je pense notamment à l'Asie-Pacifique et aux voisins de la Chine qui, eux, sont directement confrontés aux ambitions chinoises dans la région. Je ne parle même pas uniquement de Taïwan, mais on le voit avec le Japon, même avec la Corée du Sud. La Chine a essayé de gagner le soutien de la Corée du Sud contre le Japon. Le lendemain du voyage à Pékin, le président Lee allait à Tokyo et la visite s'est très très bien passée. Tout le monde cherche un équilibre et les gens sont beaucoup plus vigilants face à la Chine en Asie, et ce sont sans doute les derniers à vouloir un retrait total des États-Unis, même si en réalité les aberrations de la présidence Trump à l'égard de ses amis comme de ses ennemis inquiètent tout le monde. Le seul point peut-être, c'est que la Chine, on a dit beaucoup que les États-Unis donnaient un mauvais exemple en ne respectant pas le droit international et allaient encourager les Chinois, par exemple, à faire à Taïwan ce qu'il a fait au Venezuela. En réalité, la Chine se moque du droit international et ce qui l'empêche d'agir, c'est uniquement une question de capacité. Alors ça, c'est évidemment un large chapitre, la question Taïwan, on y consacrera du temps, ne vous inquiétez pas dans ce débat, mais je reste sur cette idée de contraste, vrai ou faux d'ailleurs, entre Donald Trump et Xi Jinping. Je pense que ça peut renforcer la Chine, clairement. Et je pense qu'en fait, ce qui est très symbolique, c'est, regardez quelles ont été les visites à Pékin de ces dernières semaines. Emmanuel Macron, il y a à peu près un mois. Vous aviez Mark Carney, il y a quelques jours, le Premier ministre canadien, qui a signé tout un tas d'accords visant à des réductions de droits de douane, à l'opposé de ce qui se passe dans sa relation avec les États-Unis. On annonce Keir Starmer à la fin du mois de janvier, peut-être Friedrich Merz après le chancelier allemand au mois de février. Donc pour l'instant, la Chine est plutôt dans une opération qui redore son image en miroir de ce qui se passe avec Donald Trump. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler d'affaiblissement de Pékin. Alors ça rejoint une question que nous pose Jean-Paul, qui nous écrit d'Aix-en-Provence, grâce à ce QR code. Merci encore de participer. À force d'accumuler des taxes surtout, est-ce que les USA ne risquent pas de pousser la Chine à chercher d'autres partenaires et renforcer son influence ailleurs? Vous parliez du Canada, du Premier ministre canadien, Mark Carney, qui était effectivement à Pékin la semaine dernière. On l'écoute tout de suite. Canada can thrive. Le Canada peut prospérer dans un nouveau système, mais pour y parvenir, nous devons faire preuve d'ambition. Nous devons agir rapidement et à grande échelle afin de trouver de nouveaux partenaires, de diversifier nos échanges commerciaux et d'attirer des niveaux d'investissement sans précédent dans notre pays. Nous devons également être pragmatiques, c'est-à-dire comprendre les différences entre le Canada et les autres pays, puis concentrer nos efforts sur les domaines où nos intérêts convergent. C'est avec cette approche que le Canada est en train de forger un nouveau partenariat stratégique avec la Chine. Alors, je viens vers vous dans un instant, mais c'est la fin d'une brouille entre le Canada et la Chine qui était quand même... ça remonte à 2017, je pense, ça, quasiment la brouille avec l'affaire Huawei, et donc l'une des plus hautes responsables de Huawei qui avait été détenue au Canada, à l'époque à la demande des États-Unis, pour des accusations d'espionnage. Pardon, je vous interromps, mais sans Donald Trump, est-ce qu'on assiste à cette scène-là ? Sans Donald Trump. Un Mark Carney qui vient signer un accord commercial majeur avec la Chine, quoi. Oui. Oui, vous croyez que ça serait arrivé de toute façon? Beaucoup de pays ont développé des liens très étroits fondés sur le pragmatisme des échanges de l'Australie, surtout ceux qui ont des matières premières à vendre, le Canada, l'Australie. Dans le cas du Canada, il y avait eu cette affaire Huawei, plus surtout la prise en otage, entre guillemets, de deux citoyens canadiens qui a duré plusieurs années dans des conditions très dures jusqu'à ce que la fille du président de Huawei soit relâchée. Donc c'est ça qui avait bloqué les relations entre le Canada et la Chine. Mais il fallait en sortir de cette brouille, si je vous comprends bien. Alors, on en est sorti dans des conditions... la Chine aussi voulait en sortir, avait un intérêt à le faire, surtout avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis. Donc, le Canada a des matières premières à vendre. Les pays qui ont des matières premières à vendre peuvent développer des liens relativement réciproques avec la Chine, ce qui n'est pas notre cas. L'Australie aussi. C'est un pragmatisme qu'on peut comprendre, surtout
surtout avec l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui avec Donald Trump. Ouais, alors cette démonstration, elle vaut pour beaucoup de pays, mais peut-être pas forcément pour l'Europe. C'est-à-dire que là, on est plutôt en train d'essayer de se protéger des produits chinois. Je pense à l'ultra fast fashion ou même aux voitures électriques, par exemple. Alors, sur l'affaire Huawei, quand même, je rappelle qu'en Europe et en France, en 2019, il a fallu que nous prenions, et j'étais rapporteur de ce texte, des dispositions extrêmement fermes pour ne pas se laisser Huaweiiser, si je puis dire, avec le déploiement de la 5G et sa nouvelle architecture, dans laquelle on était extrêmement vulnérable. Alors, au Canada, il y a eu des éléments supplémentaires, mais tout Occident, finalement, a été concerné par cette crise. Et c'est pas si vieux. Pour ce qui est du Canada aujourd'hui, n'oublions pas quand même, là aussi, les visées impérialistes de Donald Trump il y a quelques semaines sur le Canada. Donc là, il y a une réponse adéquate du Premier ministre canadien. Mais tout ça, je crois que c'est pas forcément nouveau, puisqu'il y a quand même aussi l'échec de tous les accords commerciaux entre le Canada, les États-Unis, le Mexique, les discussions ensuite entre le Canada et l'Europe. Et finalement, on retrouve à un moment donné le besoin qu'ont les États de garder certaines marges de manœuvre, mais aussi d'assurer des débouchés à leurs produits. Et là, en l'occurrence, pour le Canada, les choses sont claires. Les Européens, effectivement, la marge on a un peu moins de matières premières à exporter. Mais on peut encore avoir de l'ingénierie et de la création. Anne-Charlène. Oui, il me semble qu'on a le sentiment que le Canada se jette dans les bras de la Chine, mais le pragmatisme en matière de relations commerciales, c'est la marque de fabrique de la Chine depuis qu'elle est rentrée dans l'OMC en 95. C'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'est même finalement une forme d'augmentation de sa sphère d'influence qu'elle a cultivée en réalité. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment la réelle politique au sens du pied de la lettre. C'est-à-dire, je me moque absolument de la réciprocité des droits de l'homme, du droit, etc. Mais je propose quand même quelque chose qui peut évidemment être attrayant pour d'autres États. Alors, je vous propose tout de suite, vous avez commencé à nous en parler, un zoom sur l'économie chinoise tout de suite avec Steve Jourdain qui va pouvoir revenir sur le plateau de Sciences Publiques. Rebonsoir Steve. Rebonsoir. Cette économie chinoise, on va être prudent, on va dire qu'elle semble un peu vaciller. Oui, les chiffres officiels ont été publiés aujourd'hui, Thomas. En 2025, le pays a enregistré une croissance de 5%. Ça peut paraître beaucoup pour nous Français. Nous, on est à 0,8%, voilà. Juste pour rappel. Mais pour la Chine, il s'agit tout simplement de la croissance la plus faible depuis 35 ans. À l'époque, le pays était frappé par des sanctions internationales très fortes. Alors, ce qui est intéressant, si on s'intéresse, si on scrute un peu la communication des autorités, elles reconnaissent elles-mêmes des déséquilibres de leur économie. Oui, le pays, on le sait, exporte beaucoup, mais depuis quelque temps, la Chine essaye d'opérer une transition. L'idée est de se reposer davantage sur la consommation intérieure, mais en 2025, effectivement, les déséquilibres persistent. Ils se sont même accentués, selon l'aveu même des responsables chinois. Écoutez. On constate que l'impact des changements dans l'environnement extérieur s'est accentué. On observe aussi une contradiction interne entre une offre forte et une demande faible. Notre développement économique est encore confronté à de nombreux problèmes anciens et à de nouveaux défis. Donc production très forte, consommation trop faible. Si on rentre dans le détail, quels sont les secteurs de l'économie chinoise qui sont les plus fragiles? L'un des éléments qui inquiète le plus les autorités aujourd'hui, c'est l'immobilier. Thomas, beaucoup de Chinois y ont placé leurs économies. Or, les investissements dans le secteur ont ralenti de 3,8% en 2025. La chute des prix de l'immobilier s'accentue. Tout ça traduit, selon les experts, selon les observateurs, un très fort pessimisme de la population. Bon, ça c'était le volet fragilité, mais alors on va le rappeler aussi, il y a une économie qui, dans d'autres domaines, tutoie les records. Un seul chiffre, Thomas, 1200 milliards de dollars. C'est l'excédent commercial de la Chine. Il s'agit tout simplement de l'excédent commercial le plus important jamais enregistré sur la planète. Thomas, en 2025, le pays a encore connu une croissance de ses exportations, plus 6,6% par rapport à l'année précédente. On parlait autrefois d'usine du monde pour parler de la Chine. Elle est surtout en train de devenir un géant technologique. Après les smartphones, les voitures électriques ou encore les chantiers navals, les autorités ont fait des puces d'intelligence artificielle la nouvelle priorité nationale. L'objectif, c'est de contrer les restrictions imposées par les Américains en la matière. Merci beaucoup, Steve. Alors, on reparlera de cette thématique des puces. Il y a des semi-conducteurs, parce qu'il y a eu un accord important signé entre les États-Unis et Taïwan il y a quelques jours. Mais alors, je reviens sur le pessimisme. Je veux bien qu'on se concentre un peu là-dessus. Il y a un pessimisme
pessimisme de la population chinoise, Valérie Nicole? Alors déjà, on a parlé de l'immobilier, ça c'était un choc dont la Chine n'est pas sortie et qui contribue fortement à ce pessimisme de la population chinoise et à la stagnation. C'est vraiment une stagnation de la consommation en Chine parce que ce qu'on faisait en Chine, c'est qu'on achetait des appartements pour assurer, l'avenir des enfants et l'avenir également pour sa propre retraite. Donc c'est à toute la chaîne d'assurance, en quelque sorte. Il n'y a pas de prise en charge sociale aussi complète que chez nous. Donc les gens achetaient des appartements pour assurer leur avenir. Ça n'existe plus et donc ils épargnent. Ils ne consomment pas. Et là, je parle des classes moyennes. Je ne parle même pas de la moitié de Chinois qui vivent encore à la campagne et dont les niveaux de vie sont encore très très bas. Et ce chiffre miracle qu'on cite comme un signe de bonne santé, au contraire, c'est un drame pour la Chine. Parce que ça fait 20 ans que la Chine dit qu'il faut rééquilibrer la croissance, avoir une croissance intérieure fondée sur la consommation, ne plus dépendre des autres, et notamment des États-Unis et de l'Occident. Or, on voit que la Chine n'arrive pas à franchir ce cap parce que ça mettrait en cause tout un tas d'équilibres liés au système politique lui-même. Moins de soutien aux provinces, moins de soutien aux entreprises liées aux partis, moins de soutien aux grandes banques, plus de soutien à la société civile qui deviendrait plus autonome et le Parti communiste n'en veut pas. Et donc tout ça fait que la Chine, oui, elle produit, ça fait de la croissance, comme en URSS aussi, on a vu la production faisait de la croissance, mais la réalité de cette croissance d'un point de vue économique doit être interrogée et surtout, pour exporter ces surplus que la population chinoise ne peut pas acheter, eh bien, il faut exporter massivement vers les zones qui acceptent encore cette invasion de produits chinois. Et on parle de haute technologie, mais c'est aussi des produits de très basse qualité qui font vivre des villages entiers. Et on peut faire le lien, Pascal Hidena, entre ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire une consommation intérieure qui reste très faible et donc une dépendance au reste du monde et la diplomatie chinoise. Est-ce que ça n'oblige pas la diplomatie chinoise à être conciliante un petit peu partout? Vous voyez ce que je veux dire ? Les deux sont étroitement liés. Je partage totalement le propos qui vient d'être tenu. Et d'ailleurs, on oublie souvent que dans le déroulé, dans l'historique des nouvelles routes de la soie, c'était aussi une recherche de solutions pour un problème de politique intérieure, lié effectivement à des surcapacités, à des surproductions, et la nécessité d'exporter pour assurer un minimum de pouvoir d'achat à la population. Donc il y a un vrai problème politique qui est posé. Vous allez aussi avoir, me semble-t-il, un problème démographique, un problème de natalité. Donc, on peut regarder les chiffres, il y a dans le bon sens. 1,404 milliard de Chinois, c'est la 4e année consécutive de baisse de la population chinoise. Et il faut bien, effectivement, pour essayer de progresser, évoluer, avoir un maximum de partenariats avec les pays qui acceptent de les développer. Et l'activisme de Trump, une fois de plus, c'est une belle opportunité. Cette baisse de la natalité... pour moi, c'est la question existentielle. C'est très important. Voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre. Là, les chiffres qui sont tombés ce matin, c'est 5,63 naissances pour 1000 personnes. Donc c'est le chiffre le plus bas depuis en fait qu'on enregistre les chiffres de la natalité en Chine. En ce qui concerne le taux de fertilité, on a un peu plus d'un enfant par femme aujourd'hui en Chine. Alors, c'est pas un problème uniquement chinois, c'est un problème asiatique en général. C'est pareil en Corée du Sud, c'est pareil à Taïwan, c'est pareil à Hong Kong. C'est un problème européen, mais dans une moindre mesure quand même. Mais effectivement, les chiffres sont les chiffres sont extrêmement impressionnants. En Corée du Sud, on a moins d'un enfant par femme. Mais effectivement, ça pose la question de la sécurité sociale chinoise qui est encore balbutiante, du système des retraites également qui est encore balbutiant. Comment assurer cette pyramide des âges qui va totalement s'inverser. Et puis ça pose des questions plus générales sur la croissance et sur l'économie en général, sur l'innovation par exemple. Même si en termes d'innovation, moi j'étais donc en Chine il y a 2 mois, on ne peut pas nier quand même que la société, d'un point de vue technologique, avance. Elle se digitalise énormément. Aujourd'hui, elle a des années d'avance sur ce qu'on connaît en Europe, que ce soit dans l'utilisation des réseaux sociaux, des applications, de la vie du quotidien. Mais effectivement, il y a ce problème
existentielle de la crise démographique. On va perdre plus de 100 millions de Chinois d'ici, même avant 2050. Et pour l'instant, il y a des mesures qui sont prises, un début d'allocation familiale qui sont mises en place par le gouvernement pour chaque nouvel enfant. La contraception qui va devenir plus chère. Alors ça, c'est absolument incroyable, mais c'est depuis le 1er janvier ce qui a été décidé. La pilule et les préservatifs vont coûter plus cher parce qu'on a rétabli la taxe sur la valeur ajoutée qui était 13% sur les préservatifs. Donc en fait, Pékin tente par tous les moyens de relancer cette natalité. Mais pour l'instant, c'est un problème sociétal beaucoup plus important, lié aussi à l'hypercompétitivité, lié aussi à la méfiance vis-à-vis des institutions. Pour l'instant, Pékin n'y arrive pas, tout simplement. Oui. Question de Serge qui nous écrit de Piriac-sur-Mer. Effectivement, avec ce constat, moins de naissances, moins de consommateurs, pourtant domination toujours de l'économie chinoise sur le marché mondial. Pourquoi ça ne s'effondre pas? Est-ce que c'est viable sur le long terme? Et c'est une vraie question, ça, quand même. Quand Baptiste Fallot nous disait c'est la question existentielle. Ça l'est de moins en moins, et c'est ça qui inquiète le système, mais encore une fois, ça fait plus de 2 décennies que le système s'inquiète. Ça fait ce type de système politique qui est très contraint, qui laisse peu de place à l'expression, a tout de même des moyens de faire tourner la machine, même hors de toute logique économique, jusqu'à un certain point. Et elle peut d'autant mieux le faire qu'elle trouve effectivement des marchés où exporter massivement. Et en la matière, l'Europe est évidemment la première cible. Il y a une réaction qu'on sent bien en Europe, plus de méfiance à l'égard de la superpuissance d'exportation chinoise. Mais enfin, on reste un marché extrêmement ouvert, avec des capacités de contrôle très limitées. On l'a vu sur ce bout de la chaîne très peu prestigieux qui sont les produits liés aux plateformes de vente comme Shein ou Temu par exemple. Contrôler est très difficile, les ports sont surchargés, il y a un coût absolument extraordinaire et pour le moment on est en gros un marché ouvert, open bar pour les exportations chinoises, que ce soit les véhicules électriques, d'autres secteurs liés à l'économie verte qu'on a mis en avant, contrairement à d'autres régions. Je ne dis pas du tout que c'est mal, mais enfin, on est le seul à peu près à le faire. Donc, pour les Chinois, c'est tout bénéfice. Donc, à moins d'une réaction forte qu'on ne voit pas très bien venir, je pense que la Chine pourra encore vivre sur le dos de la bête européenne pendant assez longtemps. Allez, on ouvre, comme promis, le chapitre consacré à Taïwan. À Taïwan, on va regarder une carte, tout petit archipel, 168 îles à côté de cet immense empire chinois. Évidemment, ça donne déjà une petite perspective. Et Anne-Charlotte, vous allez ouvrir ce chapitre en parlant de reconnaissance internationale. Et oui, moi j'ai choisi de vous parler d'une forme de ce que je vais qualifier de lâcheté de la société internationale face à Taïwan, justement. Alors, on va commencer par rappeler quelques faits. 12. C'est le chiffre qu'il faut retenir. 12 États seulement qui reconnaissent internationalement, officiellement, Taïwan. Alors, il y en a 7 en Amérique latine, je ne vais pas tous les citer, Guatemala, Belize, Paraguay, Haïti. Il y en a 3 en Océanie, Palaos, îles Marshall et Tuvalu. Et, tenez-vous bien, un seul en Europe, c'est le Vatican. Et un seul en Afrique, l'Eswatini. Mais ça prouve quand même la grande absence de l'Europe, de pays poids lourds. Ce sont de micro-États plutôt insulaires qui sont amenés à reconnaître Taïwan. Alors, la liste était plus longue, on en avait jusque 21 en 2016, mais petit à petit, Taïwan est lâché comme ça, par notamment des États d'Amérique latine, sous on va dire un double mouvement. D'abord la pression économique de la Chine et le désintérêt américain, c'est peu de le dire. Alors la Chine menace, ça c'est réel, tout État reconnaissant Taïwan en raison de sa politique qu'on peut qualifier de Chine unie ou une seule Chine dans certains discours. Et parmi les exemples les plus récents, par exemple l'ambassadeur des Philippines qui avait été convoqué justement pour s'expliquer après des propos plutôt favorables à Taïwan, ou encore même les États-Unis lorsqu'ils ont osé en quelque sorte commercer avec Taipei. Donc officieusement, alors le problème c'est une forme de diplomatie de la sous-main, puisque c'est très officieux. Il y a près de 111 délégations internationales de Taïwan dans des États tiers, donc ça prouve qu'il y a une vivacité, mais toujours officieuse. Et pendant longtemps, il y avait l'allié américain qui avait même fait de sa politique de développement une politique de soutien aux États voulant commercer avec Taïwan contre les menaces chinoises, mais ça... c'était avant. C'est une ère révolue, symbole de lâcheté donc de la communauté internationale. Oui, parce que tout cela a été permis déjà par un acte fondateur, qu'on oublie souvent, qui est celui de 71, où on a accepté la substitution de la représentation au sein de l'ONU des organes de la Chine
communiste par rapport à la République de Chine. Je rappelle que c'est encore le nom constitutionnel d'ailleurs de Taïwan. Et deuxième acte, qui est une forme de manière de lâcher Taïwan, qui est le fait de ne pas avoir de reconnaissance par des États poids lourds, et notamment par des États européens. On sait que cette reconnaissance, elle est capitale. Confère évidemment l'exemple récent de la France et de la Palestine, puisque ça fait partie des critères fondateurs des États indépendants de la part de l'ONU, c'est la Convention de Montevideo, et donc c'est très frustrant tout ça, parce que tout y est. Il y a une population, il y a un gouvernement organisé, il y a un territoire délimitable, une monnaie, des juges, une armée, on pourrait multiplier comme ça. Et ça pourrait être un acte très symbolique au fond, puisque Taïwan a une constitution républicaine chinoise, ce qui nous prouve un peu, ça parlera aux fans de Star Wars, que c'est un peu le côté lumineux de la force, en quelque sorte, de la Chine. Étant donné que les élections libres, la liberté d'expression, tout ce qui est défendu par cette société internationale. Donc on pourrait conclure en se disant qu'en cédant en quelque sorte à la pression de la Chine et l'abandon américain, l'Europe perd deux belles occasions. La première, c'est d'élever un rempart à l'impérialisme chinois. Et la deuxième, c'est justement cette défense du droit international dans ce qu'il a de plus noble, la défense des libertés et de la démocratie. Merci beaucoup, Anne-Charlène. Qu'est-ce qui empêche la France et l'Europe de reconnaître Taïwan, Pascal Alizard ? La pression économique ? Je crois que le manque de courage a été clairement explicité. Là, tout est dit. Effectivement, les relations totalement asymétriques entre Taïwan, certes respectable, mais qui est un confetti à l'autre bout du monde, et finalement, déclenchera-t-on la tempête pour Taïwan ? Je ne le crois pas. Et moi, je m'inquiète dans cette région-là, non seulement pour Taïwan, mais je crois qu'on devrait être fortement vigilant sur ce qui peut se passer entre la Chine et les Philippines. Les Philippines, un sujet c'est beaucoup plus important, absolument. Ouais. Et dans le cadre d'un nouveau partage du monde entre les ce monde coupé en trois, là, entre les trois acteurs majeurs dont nous parlions tout à l'heure, le sort des Philippines pourrait être extrêmement inquiétant. Alors, on aura peut-être le temps d'en parler, mais c'est bien. Mais ça va un peu avec quand même. Oui, ça va avec. Je vais rester sur Taïwan et sur cette histoire, de cette question de reconnaissance. Que risquerait l'Union européenne à reconnaître Taïwan, Valérie Niquet ? Mais en fait, la Chine est le seul régime de ce type qui a réussi à imposer au monde entier l'idée que si on reconnaissait la République populaire de Chine, on ne pouvait pas reconnaître Taïwan. On se souvient que, si je ne me trompe pas, il y a les deux Corées, il y avait les deux Allemagnes qui étaient représentées à l'ONU, ça ne posait pas un problème majeur. Et bien avec Taïwan, la Chine a vendu cette idée que tout le monde a acceptée, que finalement la Chine représente la Chine à l'ONU, donc si on a des relations avec la République populaire de Chine, automatiquement on doit rompre toute relation avec Taïwan. Ça date aussi d'une époque, les années 70, où effectivement la Chine c'est très gros, Taïwan c'est tout petit. Taïwan était à l'époque aussi une dictature. Donc le côté moral, et puis par ailleurs Chiang Kai-shek lui-même, l'ancien président taïwanais, était pas très favorable à se voir effacé de l'ONU et à garder un siège, mais sans avoir la position qui était celle de la Chine et qui est toujours celle de la Chine, par exemple au Conseil de sécurité. Donc ça, on a hérité d'une situation tout à fait d'une autre époque. Et aujourd'hui, c'est vrai que si l'ensemble des grandes puissances, notamment les pays européens, dont la France qui est au Conseil de sécurité, mais pourquoi pas d'autres qui seraient entraînés, décidaient de reconnaître Taïwan, la Chine ne pourrait pas faire grand-chose parce que, comme on l'a dit, elle a énormément besoin des marchés extérieurs. Elle s'oppose à Donald Trump en apparaissant comme plus stable, mais elle sait très bien aussi qu'elle a tout de même besoin des États-Unis. La Chine n'est pas dans une position de puissance telle. Que ferait-elle si le monde entier des grandes puissances, même si on met de côté ses alliés du Sud, reconnaissait Taïwan ? Pas grand-chose. Mais est-ce que ça protégerait Taïwan d'une intervention chinoise, le fait que le pays soit reconnu par la communauté internationale ? Encore une fois, la possible intervention chinoise militairement, d'abord, me paraît pas la plus grande probabilité. Ce serait quand même un risque considérable. Les États-Unis se désengagent, mais rien n'est certain. Et si les États-Unis intervenaient pour soutenir Taïwan, l'armée populaire de libération n'est pas absolument certaine de remporter la bataille. Donc, c'est un risque politique pour la survie du Parti communiste d'une défaite éventuelle face à Taïwan. Donc, je pense que oui, ça serait, ne serait-ce que pour montrer à Pékin que finalement, la magie chinoise qui permet d'imposer la volonté de la Chine, eh bien, ne marche pas aussi
aussi bien qu'elle le faisait il y a quelques années. Alors pourtant, ce discours, la Chine unie ou unique dont vous parliez, une seule Chine, le président Xi Jinping, évidemment, il le porte régulièrement, il la refait, réunification en une seule nation chinoise, c'est irréversible. Voilà ce qu'il a répété, c'était le 31 décembre. Les peuples des deux côtés du détroit de Taïwan sont liés par des liens du sang et de parenté. La réunification de notre mère patrie, tendance inarrêtable de notre époque, est irréversible. Baptiste Falvos, vous l'avez entendu combien de fois cette phrase beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une rhétorique qu'on s'approprie parfois un peu à tort. On parle de réunification, mais il n'y a jamais eu en fait de domination du Parti communiste chinois, de la République populaire de Chine sur Taïwan. Donc on peut parler d'unification, on peut parler d'un seul pays, mais on ne peut pas parler de réunification à proprement parler. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est intéressant. On a beaucoup dit aussi à l'aune de ce qui s'est passé avec la capture de Maduro au Venezuela, ça envoie un signal à la Chine selon lequel on peut venir puisqu'on s'assoit sur le droit international, pourquoi pas la Chine. Après, il ne faut pas oublier que Donald Trump, il pense quand même aussi à ses intérêts, aux intérêts des États-Unis. Or, Taïwan regorge d'intérêts pour les États-Unis, que ce soit l'industrie des semi-conducteurs, sur laquelle elle a un quasi-monopole aujourd'hui, ultra stratégique pour les États-Unis, que ce soit aussi sa position géographique, parce qu'on sait que Taïwan constitue un verrou jusqu'ici qui empêche la Chine de déboucher de façon beaucoup plus large sur l'océan Pacifique. C'est ce qu'on appelle aussi la chaîne d'îles, qui est une sorte de barrière face à la Chine, et tout ça, ça va dans le sens des intérêts américains. Donc on a du mal à imaginer quand même que Trump resterait les bras croisés. On l'a d'ailleurs vu récemment, puisque les États-Unis ont validé pas l'offre, mais la vente de 11 milliards de dollars d'armes à Taïwan. C'est l'une des plus grosses ventes qui a eu lieu ces dernières décennies, si je ne me trompe pas. Également, dans le récent document sur la sécurité nationale américaine, l'importance du statu quo à Taïwan est rappelée une nouvelle fois. Donc même si Donald Trump peut parfois paraître un peu dilettante sur le sujet de Taïwan, c'est vrai qu'il est assez erratique comme sur beaucoup d'autres sujets, c'est peu probable quand même qu'il laisse tomber Taïwan aussi facilement. On va garder la thématique des semi-conducteurs, il nous restera quelques minutes, mais avec notamment cette expression que j'aime beaucoup, et vous allez nous l'expliquer, le bouclier de silicium. Vous nous direz de quoi on parle, mais je voudrais quand même qu'on essaye de regarder ce qui se passe peut-être en Ukraine. Ça va faire 4 ans. Est-ce que ça n'incite pas la Chine à y aller très prudemment vis-à-vis de Taïwan, Pascal Alizard? Le risque de l'enlisement. Mais le risque de l'enlisement est réel. Et effectivement, si l'armée populaire de Chine n'a pas la certitude de gagner dans une confrontation avec les Américains, l'inverse est aussi vrai. L'inverse est aussi vrai, parce que les États-Unis sont sollicités et sont volontaires d'ailleurs un peu partout. Et à partir de là, personne n'a intérêt à perdre la face sur l'affaire de Taïwan. Donc finalement, réaffirmer les positions, bloquer le détroit de temps en temps, passer des accords, je pense au Pakistan par exemple, pour bypasser l'ensemble. Voilà, tout ça c'est la politique dans la durée de la Chine. Et la prise du contrôle du Venezuela par les États-Unis, finalement, c'est à la fois le bon exemple et le mauvais exemple pour la Chine, qui a besoin de stabilité, a cette ambition-là, mais n'agresse personne. Valérie Niquet, cette question-là, à quoi elles servent les manœuvres militaires là, qui sont de plus en plus spectaculaires en mer de Chine? Oui, enfin, elles sont pas de plus en plus spectaculaires. Elles sont importantes depuis les années 2020. C'est une facilité journalistique de dire ça. Oui, non, mais, et puis c'est toujours entre Noël et le Nouvel An, quand il ne se passe pas grand-chose. Donc effectivement, on a droit au gros titre. Preuve, ça marche, voilà, tombé dans le piège. La Chine va envahir Taïwan. Non, mais moi je pense que justement parce que la Chine n'a pas les moyens d'envahir Taïwan, je rappelle toujours la largeur du détroit, c'est pratiquement 200 km. Si on fait référence au débarquement en Europe, c'est 30 km entre les côtes anglaises. Donc c'est une opération absolument considérable, parce que même si on décapitait Taïwan, il faut bien occuper le terrain. Donc c'est logistiquement, par exemple, c'est vraiment extrêmement complexe. Donc je vois mal envahir la Chine, Taïwan. En revanche, multiplier les pressions, accentuer les pressions, faire peur aux autres. Dites, regardez, on risque la guerre dans cette zone d'importance vitale, notamment à cause des semi-conducteurs. Eh bien, c'est espérer l'emporter sans avoir à véritablement combattre et couper éventuellement tous les soutiens que Taïwan pouvait avoir. Donc moins il y aura de conquête de la Chine, plus on aura de manœuvres d'intimidation. Alors Taïwan, leader, et de très loin, leader mondial des semi-conducteurs, indispensable, je vous le rappelle,
à de nombreuses activités, mais notamment aussi au développement de l'intelligence artificielle. L'entreprise taïwanaise qui s'appelle TSMC détient 70% du marché mondial. C'est complètement vertigineux des semi-conducteurs. Et les États-Unis et Taïwan viennent de signer un accord pour qu'une partie de ces semi-conducteurs soit produit en Amérique, en contrepartie d'une baisse des droits de douane sur les produits taïwanais, accord qui a mis la Chine en colère. Écoutez ce porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine s'oppose fermement et résolument à tout accord ayant des implications souveraines ou un caractère officiel signé entre des pays avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques et la région chinoise de Taïwan. Les États-Unis devraient respecter scrupuleusement le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints sino-américains. Baptiste Falvoz, que change cet accord? Est-ce que finalement, c'est quoi le bouclier de silicium? Je vais commencer par la première question. Oui, alors c'est assez technique. Peut-être que Valérie Niquet pourrait y répondre plus que moi. C'est dire que le fait d'être le leader mondial de la fabrication des semi-conducteurs, ça vous protège? C'est ça en quelque sorte? Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on produit, les Taïwanais, depuis les années 70, ont développé des usines qui peuvent produire les semi-conducteurs les plus pointus, et de plus en plus. Ils ont un savoir-faire dans la production. Mais les brevets sont américains et les machines pour imprimer, alors ça, j'y connais pas, mais enfin, ce qui permet de faire, sont aux Pays-Bas avec cette fameuse société TSLM, j'ai oublié le nom exact, mais bon, enfin, une société hollandaise qui produit les machines pour imprimer les circuits. On les fabrique à Taïwan, qui a le monopole, et pour les dernières générations, c'est 95%, c'est même pas 70%. La Chine n'arrive pas à rattraper, c'est-à-dire qu'elle avance, mais les autres aussi. On dit souvent, regardez, la Chine a fait d'énormes progrès, mais on ne s'arrête pas à Taïwan. Et les brevets sont américains. Et donc, ce que veut Trump, c'est qu'on produise plus sur le territoire américain, ce qui n'est pas si facile, parce qu'il y a toute une technicité, une expérience de la production qui est difficile à dupliquer. Mais ce que Taïwan a dit, c'est que si jamais les Chinois envahissent Taïwan, c'est le président de l'entreprise en question qui l'a déclaré, il fait sauter l'usine. Donc qu'est-ce qu'il reste pour la Chine? Rien, une coquille vide. Ce qui est vrai aussi, c'est que s'il y a une guerre dans le détroit de Taïwan, ça pose un problème à l'industrie du monde entier, parce que c'est toutes les voies d'approvisionnement. Donc l'idée, c'est le de-risking, un peu ce qu'on dit en Europe, c'est-à-dire produire ailleurs pour éviter que finalement on soit prisonnier d'enjeux géopolitiques. Et la crainte pour Taïwan, c'est que si on produit tout ailleurs, eh bien finalement, Taïwan, effectivement, n'est plus d'argument pour être défendu. Il y a quand même un risque à signer cet accord. Très loin. Oui, ils le font, mais ils continuent aussi à produire sur l'île. Et on est quand même très loin d'une délocalisation totale. Baptiste Falvoz, sur l'agacement chinois, il est compréhensible? Il est compréhensible, parce que les semi-conducteurs, c'est clairement aujourd'hui le nerf de la guerre dans énormément de secteurs, notamment des secteurs liés à la transition écologique. Et on sait que la Chine aussi veut faire valoir son expertise et veut s'en servir aussi comme une arme de soft power. Effectivement, vous l'avez dit, la Chine n'arrive pas pour l'instant à se rendre, on va dire, au niveau technologique que le sont les entreprises taïwanaises. La relation avec les semi-conducteurs, elle est assez ambivalente, parce qu'en même temps, Donald Trump vient d'autoriser certains semi-conducteurs produits conçus par Nvidia à être exportés en Chine. Je pense aux H200, qui sont d'une technologie assez avancée. Mais la Chine laisse entendre, et elle bloque au niveau des douanes, qu'elle n'en veut pas spécialement, parce qu'elle veut protéger également sa propre innovation dans le domaine des semi-conducteurs. Donc on a besoin des semi-conducteurs de l'étranger, en même temps on veut protéger sa production. Donc c'est un jeu qui est extrêmement complexe. Donc oui, enfin je ne sais plus quelle était votre question d'ailleurs. C'était sur la réaction chinoise, ce qui n'est pas très étonnant. Mais voilà, c'est pas très étonnant. L'agacement chinois. L'agacement chinois n'est pas étonnant, et parce qu'on parle vraiment, alors on a souvent tendance à dire, c'est un peu une image d'Épinal du pétrole du 21e siècle, mais on en est quand même pas loin. C'est quand même un peu ça. Merci. Dans l'armement aussi. Merci. Oui, évidemment, les semi-conducteurs essentiels pour l'armement un peu partout sur la planète. Merci d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler le titre de votre livre, Valérie Niquet, La Chine en 100 questions. C'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup et à très bientôt sur ce plateau. Je vous dis à demain, 18h, 22h pour un nouveau Sens Public. D'ici là, nos débats, ils sont sur la plateforme publicsena.fr. Ils sont disponibles en podcast également. Et puis notez que c'est le ministre délégué chargé de l'industrie qui sera notre invité, qui sera l'invité d'Oriane Mancini dans la matinale de Public Sénat demain. Sébastien Martin à 8h. Belle soirée. Merci.